Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. On va laisser le temps aux retardataires de se connecter. On démarrera d'ici 1 minute. Voilà, 11h01, on est parti. On a l'habitude d'être ponctuel chez Stoic, donc on va se fier à cette discipline. Bienvenue encore dans ce nouveau webinaire. Vous êtes de nouveau très nombreux aujourd'hui, merci pour ça. Alors, il y a des noms que je connais déjà bien, d'autres que je ne connais pas encore du tout. Donc, ça tombe bien parce qu'on va revenir sur, en tout cas dans les grandes lignes, sur ce qui est inclus avec la proposition de Stoic. Donc, pour certains, ce sera plus une piqûre de rappel qui fait toujours du bien. Pour d'autres, ce sera une vraie découverte. Donc, c'est chouette d'avoir plusieurs profils dans nos webinaires. Je vous propose qu'on démarre immédiatement. Peut-être un point pratico-pratique. A priori, ça ne durera pas 1 heure. Donc voilà, potentiellement, ça vous libérera un peu plus tôt. Je vais me permettre de commencer à me présenter, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai le plaisir de représenter Stoic en Belgique francophone et j'ai donc la responsabilité d'animer notre réseau de partenaires. Et je laisse mon collègue Guillaume se présenter. Merci Christophe. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis consultant en risque cyber chez Stoic. J'ai pour rôle d'accompagner finalement vous, courtiers, et vos clients sur des rendez-vous pour à la fois présenter Stoic dans sa globalité, leur dire qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait, pour qu'ils aient un peu tous les tenants et les aboutissants, et aussi les accompagner sur une compréhension de leur risque cyber. Moi, généralement, je fais un lien entre les business models et les systèmes d'information pour vraiment faire comprendre aux assurés finaux, avant qu'ils souscrivent un contrat d'assurance, pourquoi l'assurance a un intérêt pour eux. Je vais revenir assez largement sur mon job et mon approche par la suite parce que c'est une prestation qu'on vous met à disposition. Donc, on en parlera à la fin du meeting aujourd'hui. Alors, à l'agenda aujourd'hui, c'est très simple. On recommencera, comme je le disais, par une petite piqûre de rappel sur l'offre de Stoic. On reviendra ensuite sur le sujet du jour, qui est les objections les plus fréquentes. Évidemment, avec le recul, nos partenaires courtiers nous remontent de nombreuses informations précieuses qu'ils obtiennent de leurs clients, de leurs prospects. Et ça consiste notamment en des objections qu'ils reçoivent régulièrement, qui rendent la souscription à une police cyber parfois complexe. Donc l'objectif pour aujourd'hui est vraiment de vous aider à anticiper ces objections et surtout de pouvoir y répondre à travers différentes ressources. Et puis, on terminera par une session de questions et réponses comme à chaque fois. Stoic, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, en tout cas, on est donc un assureur spécialisé dans tout ce qui est risque cyber. Donc, c'est notre unique créneau. Et en créant Stoic, il y avait des profils aussi bien cyber que des profils assurantiels. Donc, on se profile vraiment comme étant aussi bien un expert en cyber risque qu'un expert en assurance. Et donc, tout le modèle repose là-dessus. Alors, on est plutôt orienté sur les PME et ETI. ETI, entreprise de taille intermédiaire, qui est un terme plutôt franco-français. Mais pour vous donner un meilleur ordre d'idée, on a de l'appétit pour les entreprises qui font de 0 à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, notre portefeuille est principalement constitué de PME.
Et vous verrez que, en tout cas, notre approche et les différents outils qu'on met à disposition sont vraiment pertinents pour un profil d'entreprise qui est plutôt sur la PME. Donc, c'est vraiment le créneau que Stoic a choisi de poursuivre. Donc, Stoic existe depuis 2021. Entre-temps, on a franchi le cap des 11 000 entreprises assurées chez nous, avec plus de 190 assurés en Belgique, et tout ça en 5 mois. Donc, on est évidemment assez content du démarrage. Ça démarre bien, ça va vite. Il y a évidemment encore beaucoup de boulot. Il y a encore finalement très peu d'entreprises qui sont assurées en cyber. Et donc, l'objectif pour aujourd'hui est justement de faire en sorte que ça change. Je pense que le courtier a clairement un rôle à jouer dans la sensibilisation des entreprises en Europe et en Belgique en l'occurrence, face à ce risque grandissant qui est le risque cyber. Donc voilà, encore une fois, c'est l'objectif du webinaire aujourd'hui, vous aider à sensibiliser vos clients entreprises. Alors, on agit via un réseau de plus de 2000 courtiers partenaires aujourd'hui. Donc, le courtage est notre unique canal de distribution et on a déjà plus de 140 partenaires ici en Belgique. Alors, Stoic aujourd'hui est déployé dans 6 pays européens, la Belgique étant le petit dernier qui a ouvert en septembre 2025. Et on prévoit d'ouvrir d'autres pays dans les prochains mois, prochaines années. Notre objectif étant de devenir le responsable de la sécurité du système d'information en Europe. Et donc, il y a encore pas mal de marchés à aller découvrir et à ouvrir pour pouvoir atteindre cet objectif. Et alors aujourd'hui, chez Stoic, on est 130 collaborateurs, dont 5 dédiés à la Belgique. On est 3 physiquement présents en Belgique. Donc il y a moi-même pour la Belgique francophone. Il y a mon équivalent pour la Belgique néerlandophone, Alexandra de Wandel, qui nous a récemment rejoint. Et alors notre country manager est Steph Vermeulen. Donc 3 physiquement en Belgique et 2 qui sont à distance, mais entièrement dédiés à la Belgique également. Ce qui est intéressant de dire sur le nombre de collaborateurs qu'on est, et ça rejoint un peu ce que je vous disais en introduction, c'est que un tiers de ces 130 collaborateurs a vraiment un profil d'expert en cybersécurité. Donc, vous allez retrouver des profils comme celui de Guillaume, typiquement. Vous allez retrouver des ingénieurs en cybersécurité et des experts de tout type. Et donc, ça nous permet, comme Guillaume le disait, d'accompagner nos partenaires courtiers dans la phase de souscription pour amener la matière qui est parfois très technique pour le candidat assuré. Ça nous permet aussi d'avoir toute une équipe dédiée à la gestion d'incidents. On y reviendra. C'est une des grosses particularités de Stoic. On a notre propre équipe de gestion d'incidents. Et du coup, on cumule à la fois la casquette de gestionnaire d'incidents et d'assureur. Donc, les intérêts sont complètement alignés. Un tiers qui est dédié à la souscription, donc des profils plutôt assurantiels, et un tiers qui est dédié aux opérations commerce, finance et autres. Donc voilà, là-dessus, on a bien insisté dans la mesure où on n'est pas uniquement un assureur au départ, on est aussi des experts en cybersécurité. Et donc voilà comment se compose notre équipe de 130 collaborateurs aujourd'hui. Alors, Stoic est un agent souscripteur mandaté et nos porteurs de risques sont Tokyo Marine HSC, que vous voyez en bas de la liste sur la droite de l'écran, et Axeria, qui n'est pas repris ici, qui est un assureur lyonnais, qui s'est notamment spécialisé dans les marchés de niche comme le nôtre. Et donc, on a deux beaux porteurs avec toute la solidité requise pour assumer le portefeuille de clients qu'on a et le futur également. On est réassuré par Swiss Re et alors Munich Re, qui est aussi évidemment un grand nom dans le monde de l'assurance, est un de nos investisseurs. Voilà
qui est Stoic? Alors, encore une fois, l'approche est surtout orientée PME et concrètement, ça veut dire que en plus de l'assurance, l'objectif de Stoic est de mettre à la disposition des PME un package de solutions qui va aider aussi bien à prévenir le risque qu'à le gérer quand le risque survient. Et donc, concrètement, au niveau prévention, donc en amont de l'assurance, finalement, l'idée est de mettre à disposition des entreprises des outils de prévention. C'est ce qu'on va appeler Stoic Protect. Donc, ça inclut 4 outils de prévention qui sont inclus gratuitement avec l'assurance et qui ont pour vocation de prévenir toute une partie et une partie non négligeable du risque cyber qui repose sur l'entreprise. Donc, typiquement, ça va passer par un scan externe. Et donc, l'idée du scan externe, et Guillaume reviendra en détail dessus, je vais ne faire que l'introduire, c'est d'aller scanner tout ce qu'il y a de visible publiquement sur Internet sur l'entreprise. Donc, on verra que l'exposition d'une entreprise sur Internet est un vecteur non négligeable pour les criminels, pour tenter de compromettre l'entreprise. Donc, l'idée est d'aller scanner les éventuelles vulnérabilités qui sont présentes sur tout ce qu'il y a de visible publiquement sur l'entreprise. On inclut également une solution de simulation de phishing. On parlait de sensibilisation. Avec cet outil, l'idée est que votre client puisse sensibiliser ses collaborateurs face au risque de phishing, parce qu'on verra que c'est le plus souvent par là que ça rentre. Et donc, ça consiste brièvement en des faux mails de phishing qui sont envoyés à une fréquence régulière aux collaborateurs, qui a pour but de tester leur vulnérabilité à ce risque-là. Mais j'en dis pas plus, Guillaume expliquera ça mieux que moi. Et puis, on va retrouver 2 scans qu'on va plutôt appeler internes, qui ont donc pour vocation de scanner ce qu'il y a à l'intérieur du système informatique de l'assuré. Et donc, ça va aller scanner l'Active Directory et le cloud. Mais là, encore une fois, Guillaume en parlera mieux que moi. Donc voilà, avec ces outils de prévention, l'idée est de potentiellement limiter le risque au maximum parce qu'on va aller remonter toute une série de vulnérabilités où on va expliquer ce qu'on a trouvé et où on va expliquer à l'assuré comment il peut faire pour remédier aux différentes vulnérabilités qu'on a trouvées. Et donc, grâce à ça, ça aide à fermer quand même déjà un bon nombre de portes pour éviter que des criminels puissent s'introduire. Pour Stoic MDR, là, je vais laisser Guillaume brièvement vous expliquer ce dont il s'agit. Complètement. Là, bien noter que dans la partie assurance Stoic, ce qu'on va mettre en place à travers le produit d'assurance, on va avoir Stoic Protect, on va avoir la réponse à incident qui correspond à ce qu'on a mis ici au CERT Stoic, et on va avoir les conditions de garantie. Depuis maintenant 2 ans, on propose aussi à nos assurés des prestations complémentaires en complément de l'assurance. Il faut avoir en tête que l'assurance, aujourd'hui, chez Stoic, c'est une porte d'entrée, mais que si nos assurés veulent améliorer leur posture de sécurité et être mieux protégés, eh ben, on va leur proposer des prestations pour finalement améliorer la posture de sécurité des systèmes d'information. Et donc, dans ces prestations, on va avoir ce qu'on appelle Stoic MDR qui permet à nos assurés de mettre en place un outil de protection sur leur système d'information, notamment ce qu'on appelle des endpoints, à savoir les téléphones, les serveurs et surtout les postes informatiques. Et à travers cet outil-là, nos équipes de réponse à incidents vont avoir une vision globale du système d'information et pouvoir voir s'il y a des activités suspectes. C'est vraiment de l'analyse comportementale. Et à travers ces activités, on peut nous remédier aux failles et intervenir si on voit vraiment des comportements qui sont soit suspects, soit avérés comme étant mauvais. Donc, ce n'est pas le but aujourd'hui de faire une grande passe là-dessus, mais ayez bien en tête que si demain, vous avez des clients qui ont des réels enjeux en cybersécurité, on peut aller plus loin que la partie assurantielle et ce qu'on propose au travers de l'assurance. C'est distribué exclusivement par vous au courtier, bien sûr, mais on a des protections qui sont bien plus exhaustives que uniquement Stoic Protect ou la réponse à incident. C'est un peu le parallèle qu'on aime faire. La limite de l'assurance aujourd'hui, d'une assurance classique, c'est que pour intervenir, il faut qu'on soit appelé par l'assuré. Il faut que l'assuré se rende compte de la cyberattaque. Donc, il nous appelle quand c'est déjà trop tard finalement. Nous, on est là du coup pour après gérer la cyberattaque, limiter l'impact que la cyberattaque va avoir.
mais on n'a pas de vision finalement dans le système d'information de l'assuré pour intervenir de nous-mêmes. Le Stoic MDR, il nous permet vraiment d'avoir, comme si on mettait des caméras dans le système d'information, de pouvoir regarder en continu ce qui se passe et d'intervenir par nous-mêmes si un jour il y a un problème. Voilà, donc ici, peut-être pour faire le parallèle avec les outils de prévention, la grosse différence, c'est que, comme le nom l'indique, les outils de prévention n'ont que pour vocation de prévenir, mais pas de réagir. Enfin, l'idée sur base de ce que renvoient nos scans est de réagir en allant fixer les différentes vulnérabilités qui ont été trouvées. Mais le MDR, lui, a pour vocation, comme Guillaume l'indiquait, d'être vraiment une caméra de surveillance, mais aussi d'être capable de réagir en cas de comportement suspect dans l'environnement informatique ou en cas d'attaque avérée. Donc, c'est la grosse différence entre les deux. Au niveau assurantiel, là, on va retrouver la gestion d'incidents en tant que tel. Donc, on va appeler ça le CERT dans le jargon du métier. Donc, là, l'idée est clairement d'avoir une équipe spécialisée qui va être capable de gérer l'incident quand il survient. Donc, typiquement, pour faire un parallèle avec une assurance beaucoup plus classique qui est l'assurance incendie, si une usine demain brûle, on ne va pas appeler celui qui l'a construite, on ne va pas appeler celui qui a placé les machines, on va appeler les pompiers qui ont les compétences et l'expertise pour gérer une situation de crise, pour savoir où aller chercher en premier, pour savoir ce qui est à protéger en fonction de la direction que prendrait le feu. Ici, c'est un peu la même idée. Et donc, je crois que pour réinsister sur le profil d'une PME, aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si elle va être attaquée, c'est plutôt quand. Je pense que le plus important pour une PME, en plus évidemment d'avoir déjà une bonne hygiène en matière de cybersécurité, c'est d'avoir une équipe spécialisée qui sera capable de gérer l'incident à sa place quand l'événement survient. Et alors, naturellement, on va retrouver l'assurance plus classique, hein, donc au niveau des garanties. Et dans le slide suivant, j'aurai l'occasion de décrire un peu plus ce qu'on inclut avec l'assurance Stoic. Alors, un petit sujet avant d'aller dans les détails de la couverture. Ce qui est important de maîtriser aussi, c'est évidemment les déclencheurs d'une assurance cyber. Et je trouve que d'une certaine façon, ça rejoint un peu le sujet du jour. Hein. C'est anticiper les objections que pourraient avoir vos clients. Typiquement, c'est intéressant de leur dire qu'il y a 4 cas de figure qui déclenchent une assurance cyber. La première, c'est la plus classique, évidemment, c'est l'atteinte malveillante, donc le cybercriminel qui est extérieur à l'entreprise et qui veut nuire à l'entreprise. La malveillance interne, donc là, typiquement, ce serait un collaborateur qui, pas de bol, a des compétences pour aller compromettre un système informatique et qui irait, du coup, mettre à mal le système informatique de l'entreprise. Ça déclenche aussi nos garanties. On va retrouver aussi l'erreur humaine. Donc, ce n'est pas uniquement l'acte malveillant, qu'il soit externe ou interne, mais ça entend aussi inclure l'erreur humaine. Et alors l'ingénierie sociale, donc là, ça va plus toucher à tout ce qui est fraude. On sait qu'aujourd'hui, l'ingénierie sociale, c'est beaucoup de l'IA, l'intelligence artificielle. Et donc, le but est de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas pour bénéficier de paiements. On y reviendra. Alors, l'objectif ne sera pas de s'étendre sur tout ce qui est inclus dans notre assurance aujourd'hui. Il y aura d'ailleurs un webinaire consacré à ça bientôt. Je vais donc accélérer et assez bien résumer, mais sur la gauche de l'écran, on va retrouver 3 éléments. Le premier étant l'assistance garantie. Alors, l'assistance garantie, ce qu'on entend par là, c'est que quel que soit le contexte, on va toujours chercher à assister notre assuré pour tout ce qui toucherait au cyber. Donc, demain, votre assuré se rend compte qu'il est victime d'un incident.
il y a pas photo, l'incident est clairement là. Naturellement, il appelle notre numéro d'urgence et notre équipe de gestion d'incidents va les accompagner jusqu'au bout pour leur permettre de se relancer le plus vite possible. On peut aussi imaginer le scénario où il y a une suspicion d'incident. Donc, votre assuré arrive le lundi matin au bureau et en ouvrant son PC, il se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de suspect, mais il n'est pas sûr. Là aussi, il peut nous appeler et on va faire une levée de doute avec lui. Et tout ça ne déclenche pas la franchise. Donc, à l'assuré, ça lui coûte vraiment zéro. Donc, l'objectif, c'est vraiment de dire à l'assuré, n'hésitez jamais à appeler Stoic. On préfère que vous nous appeliez pour ce qu'on appellerait un faux positif, que vous hésitiez à nous appeler et qu'en fait, il s'avère qu'il y a effectivement un incident et il est déjà potentiellement trop tard pour limiter la casse. Donc, c'est vraiment l'idée de cette assistance garantie. Et pour revenir sur le troisième scénario qui nous arrive, c'est qu'on se rend compte que au niveau des informations de souscription qui avaient été données, elles étaient de bonne ou de mauvaise foi erronées. Donc, par exemple, le chiffre d'affaires était 10 fois inférieur à ce qu'il était en réalité, ou typiquement, on va demander dans nos conditions d'éligibilité si l'assuré a un système de sauvegarde sécurisé, et lors de l'incident, on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas le cas. Donc, potentiellement, on va aller refuser tout ce qui est plus indemnitaire, mais au niveau de l'assistance, on va la garantir. Et ça ne coûtera pas un euro à votre client. On va quand même l'aider à se relancer s'il est victime d'un incident. Alors, la franchise réduite de 25%, ça c'est dans le cas où votre client utilise les outils de prévention qu'on met à sa disposition. Donc, c'est important de comprendre que ces outils de prévention sont d'office inclus, mais que votre client n'a pas l'obligation de les utiliser. On va évidemment vivement conseiller qu'il les utilise parce qu'on croit beaucoup dans la puissance de ces outils, mais il n'y a pas d'obligation. Naturellement, si on se rend compte qu'il ne les utilise pas, la franchise n'est pas réduite de 25%. Mais donc, s'il les utilise, c'est bien applicable. Alors, pour vos clients qui auraient une exposition à l'international, on est tout à fait capable de les équiper autour du globe de deux façons, potentiellement complémentaires entre elles. Il y a ce qu'on appelle la clause FINC, Financial Interest Cover, où on part du principe que notre assuré, qui est généralement l'entité la plus haute dans l'organigramme, a subi une perte financière parce qu'une de ses filiales, quelque part dans le monde, a été victime d'une cyberattaque. Et donc, on va indemniser au niveau du preneur. On est aussi capable d'émettre des polices locales dans les pays dans lesquels c'est obligatoire d'avoir une police locale. Et pour ça, on se sert du réseau international de notre porteur Tokyo Marine HCC. Sur la droite de l'écran, et j'avance parce que je veux laisser évidemment le temps à Guillaume de se concentrer sur le sujet du jour, on va retrouver trois grands blocs qui constituent notre assurance. Il y a naturellement tout ce qui est assistance et gestion de crise. On en a déjà pas mal parlé. Mais donc, en interne, on a nos experts en cybersécurité, on a des juristes, on a des experts en communication de crise. Donc, on a vraiment tout un panel d'experts qui est capable de gérer un incident au niveau cyber. Donc ça, c'est clairement confortable pour une PME surtout, qui n'a très rarement des spécialistes en interne, de pouvoir se reposer sur une équipe qui a toutes les compétences pour faire ça. Au niveau responsabilité civile, s'il fallait en retenir peut-être un ou deux là-dedans, c'est clairement tout ce qui concernerait la fuite de données. On a tous entendu parler depuis des années maintenant du RGPD, avec toutes les obligations qui en découlent. L'objectif ici est d'aller indemniser les éventuels frais de défense et les éventuelles indemnités que nos assurés seraient amenés à devoir payer dans le cadre de fuite de données.
Transmission de virus, donc là, c'est dans le cas où votre client est contaminé par un virus et ensuite le virus va se répandre dans les systèmes de ses clients et de ses fournisseurs. Potentiellement, sa responsabilité sera mise en cause. On va aussi aller couvrir tout ce qui serait responsabilité média. Donc là, typiquement, suite à une intrusion dans le système informatique de l'assuré, le criminel irait salir la réputation d'un client, d'un fournisseur, de quelqu'un d'autre, en se faisant du coup passer pour vous. Potentiellement, votre responsabilité sera mise en cause. L'idée de cette couverture est de venir intervenir pour ces cas-là. Enquête et sanctions, de nouveau principalement dans le cadre du RGPD et tout ce qui serait frais d'atténuation. Au niveau dommages et pertes, si on se base sur notre sinistralité, qui est souvent évidemment une source pertinente, il faut plutôt insister sur tout ce qui serait perte d'exploitation, cyber-rançon et cyberfraude. C'est généralement les trois garanties qui sont le plus souvent déclenchées. Donc la perte d'exploitation, un peu comme un incendie. L'idée est d'aller couvrir la perte d'exploitation de votre client à partir du moment où ces systèmes ne fonctionnent plus ou plus complètement, avec les pertes potentielles que ça génère. Et les frais supplémentaires d'exploitation, ça va être tous les frais qui sont déboursés pour finalement limiter le plus possible la perte d'exploitation. Donc typiquement, une usine qui produit du chocolat va peut-être demander à un de ses concurrents de pouvoir utiliser ces lignes de production pour continuer à produire son chocolat. Le but avec ces frais supplémentaires est d'aller potentiellement couvrir ça. Cyber-rançon, donc là, ça va être le cas assez bien connu du ransomware. Donc, toutes les données de vos clients sont chiffrées, il n'a plus accès à rien du tout. Et il y a un criminel qui demande une rançon pour tout débloquer. Donc, l'idée ici est de gérer la négociation avec le criminel et éventuellement de payer la rançon. Alors, notre message n'est certainement pas de dire qu'il faut payer la rançon. On va toujours tout faire pour éviter de la payer, parce que derrière, ça ne fait qu'alimenter des réseaux criminels. Maintenant, il y a des cas où on réalise qu'on a peut-être intérêt à plutôt payer la rançon que laisser l'entreprise à l'arrêt encore plus longtemps, parce qu'au niveau perte d'exploitation, ça va coûter nettement plus que si on paye la rançon. Donc, potentiellement, on finit par la payer, et ça, c'est couvert aussi. Et alors, au niveau de la cyberfraude, on va couvrir ce qu'on va appeler la fraude interne et la fraude externe. Donc, la fraude interne, c'est la fraude qui est permise suite à une intrusion dans le système informatique. Et la fraude externe, ça va finalement être un peu tous les autres cas de fraude. Donc, il n'y a pas eu d'intrusion dans le système informatique, mais suite à de l'ingénierie sociale, on en parlait, votre client effectue des virements sur des mauvais comptes bancaires qui appartiennent à des criminels. Et donc, l'idée est d'aller couvrir ça avec notre couverture fraude. Naturellement, si vous voulez aller en détail sur chacune des garanties, avec grand plaisir pour prévoir des sessions avec ceux qui le souhaitent pour revenir là-dessus. Et encore une fois, il y aura un webinaire dédié à ça très prochainement. Je vais passer ensuite du coup à Stoic Protect. Pour les 2 prochaines slides, Christophe a finalement donné pas mal d'informations, donc on va aller assez vite. Pour ceux qui ne l'ont pas en tête, Stoic Protect, on le distribue à travers une plateforme en ligne, donc en SaaS, à tous nos assurés. C'est-à-dire que, comme vous l'avez bien compris, la partie extra-assurance dans la proposition de valeur de Stoic, ça fait vraiment partie intégrante. C'est très important. C'est vraiment une plus-value qu'on va avoir par rapport aux autres acteurs du marché qui sont principalement des globalistes et qui s'arrêtent à l'aspect purement financier, assurantiel de l'approche cyber. Donc, Stoic Protect, sur la plateforme, il y a 4 outils, comme l'a dit Christophe. Le scan externe, il est là pour analyser des noms de domaine, des IP, pour s'assurer finalement que toute l'exposition sur Internet de l'assuré est bien gérée et bien réglée.
Et s'il y a des failles qui sont identifiées, notamment sur les sites internet ou sur les outils de connexion à distance, le scan, il pourra remonter l'information à l'assuré pour que lui puisse y remédier. Ce scan-là, il nous donne un score sur 100 généralement quand vous, rentrez, vous, un de vos clients sur, la plateforme Stoic, on vous demande de rentrer un nom de domaine. C'est vraiment pour le scan qu'on demande cette information, pour que le scan puisse tourner, que vous ayez un résultat avant de présenter l'offre d'assurance à votre client. Et c'est notamment un prérequis, si un client n'a pas 60 sur 100 au scan externe, on lui demandera de corriger quelques failles pour qu'il soit éligible ensuite à l'assurance. Donc très rapidement, vraiment exposition, externe, exposition sur internet. On fait de la veille là-dessus. Bien avoir en tête que le risque externe, c'est 20 du risque en cybersécurité versus 80 sur le risque humain. Donc le scan externe n'est pas exhaustif, c'est pas parce qu'on a un bon score au scan qu'on est entièrement protégé. Je vais y revenir par la suite, mais c'est important de le noter pour pouvoir en parler ensuite à vos clients. Second outil, simulation de phishing. C'est pareil, je passe assez vite, c'est assez classique. On permet, à travers cet outil, à nos assurés de tester leurs collaborateurs, vraiment à des fins de formation et de sensibilisation. Le but, c'est d'envoyer des mails grandeur nature de phishing. On se fait passer pour des cyberattaquants. Derrière, l'entreprise peut regarder qui se fait avoir, quand, comment, et des formations sont poussées aux personnes qui se font avoir. Et pour terminer, on a deux scans internes, un scan de cloud, un scan d'Active Directory. Ils ont tous deux la même finalité, le même but. Ils vont juste s'adosser à des technologies différentes. Euh, je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui, mais pour vulgariser, chaque système d'information aujourd'hui, généralement, est segmenté au niveau des droits. C'est-à-dire que les collaborateurs vont avoir accès à ce dont ils ont le droit, ce qui est cohérent pour eux au niveau des métiers ou des privilèges qu'ils peuvent avoir. Le but des scans qu'on a ici, c'est vraiment de s'assurer que la segmentation, elle est bonne, elle est saine, qu'elle est bien faite, pour que si un jour un cyberattaquant rentre dans le système, ce soit compliqué pour lui de monter en privilège, de monter en compétence et d'avoir des accès qui sont sensibles. Bon, concrètement, ce qu'on veut, c'est que si une personne arrive à avoir des accès lambda, entre guillemets, il ne puisse pas remonter sur des accès administrateurs ou super administrateurs. Donc voilà, le Stoic Protect, les outils, c'est la première brique qu'on met à disposition de nos assurés. Important de noter que ce pas des choses qu'on fait payer, hein, c'est vraiment des plus qui sont entièrement gratuits, mis à disposition pour les assurés. Et en second point, la réponse à incident, le second pilier, c'est pareil, le modèle est assez singulier. Ça va être des redits ce que je vais dire, mais on est internalisé. Il y a très très peu d'acteurs aujourd'hui qui passent par une équipe interne. La plupart des assureurs aujourd'hui, ils passent par un prestataire externe. Qui dit prestataire externe dit payer autant passé à gérer une cyberattaque. Donc il n'y a pas forcément un très bon alignement des intérêts. Là où nous, c'est un peu le contraire. Finalement, une entreprise, si elle travaille avec nous, elle nous élève son risque cyber, plus on va mettre longtemps à gérer une cyberattaque, moins bien on va la gérer, plus on va avoir un impact financier, donc plus on va avoir à indemniser. Donc nous, on a un réel intérêt à intervenir bien rapidement. C'est pour ça qu'on a cette équipe internalisée, qu'elle est dispo en 24/7. Donc ça a pas mal de bénéfices, notamment Christophe l'évoquait tout à l'heure. Les levées de doute, on le fait gratuitement. Si on a 15 appels dans le mois pour de la levée de doute, bah, on ne va pas demander à l'assuré de payer pour ça. Donc pour information, on avait fait des analyses en 2024. On avait à peu près un appel sur deux pour de la levée de doute. C'est quand même assez significatif, c'est important. Nos assurés, ils sont confiants dans l'idée que s'ils nous appellent, ils n'auront pas de demande de paiement et donc ils peuvent nous appeler en toute tranquillité. Et donc l'autre point qui était aussi important à noter, dans la mesure où on intervient, même en cas de prérequis non respectés, là où une assurance traditionnelle va toujours regarder les prérequis avant d'intervenir et avant d'indemniser, nous forcément, il peut y avoir des échéances de garantie si un prérequis n'est pas respecté. En revanche, on va toujours mettre à disposition l'équipe pour traiter une cyberattaque. Ce qui est un point qui est très très important dans la proposition de valeur toujours, parce que ce n'est pas uniquement une assurance, la partie prévention et accompagnement est très importante dans ce qu'on propose. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, ce qui nous intéressait aujourd'hui, les objections. Dans le cadre de mon travail d'activité, je suis amené à en traiter pas mal tous les jours. J'en ai choisi 8 aujourd'hui qu'on va traiter ensemble. J'essaie de prendre vraiment les plus générales pour que vous puissiez apporter finalement de l'information à vos clients et leur expliquer pourquoi aujourd'hui c'est intéressant, au moins de se pencher sur le risque cyber et sur les assurances. La première objection, je pense que c'est la plus générale, c'est une entreprise qui va vous demander pourquoi est-ce qu'elle aurait un intérêt à mettre en place une assurance cyber. En quoi est-ce qu'une cyberattaque, ça pourrait impacter son entreprise? La première chose que j'aime bien dire, c'est toujours leur demander est-ce qu'ils travaillent de près ou de loin avec un système informatique et internet? Aujourd'hui, la réponse, dans 95 des cas, ça va être oui. On a toujours à minima des outils ou même des boîtes mail pour travailler. Dès lors qu'il va y avoir ne serait-ce qu'une boîte mail, il y a forcément une exposition à un risque cyber. Ensuite, ce qu'il faut essayer de creuser avec eux, c'est
De quoi est composé le système informatique? Est-ce que ça va avoir un impact sur l'activité si des outils sont amenés à être indisponibles? Vraiment, là, on va parler des enjeux de disponibilité. Si demain des outils sont indisponibles, est-ce que ça affecte la vie de l'entreprise? Donc, quand je parle d'outils, c'est le matériel. Si demain on n'a plus accès aux serveurs, si on n'a plus accès aux ordinateurs, est-ce que ça a un impact? Ou les logiciels. Si demain les logiciels de gestion, de compta et autres ne sont plus disponibles, quel impact ça a pour l'entreprise? Donc, il y a des cas de figure, beaucoup de cas de figure, où ils vont vous dire, bah oui, ça a un impact. Et dans ce cas-là, il y a un intérêt de parler des sujets cyber. Il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu de confidentialité. Il y a des entreprises pour qui les données, c'est très important, notamment parce qu'elles vont avoir des données sensibles comme des données bancaires ou des données médicales, ou des données confidentielles, notamment pour ceux qui travaillent avec des gros donneurs d'ordre. Et donc, le risque, ça va être vraiment de perdre leurs données et de les voir fuiter, les voir être mises en vente par des cyberattaquants, notamment sur le marché. Une entreprise, elle peut être exposée à un risque ou l'autre ou les deux. Après, il y a un dernier cas de figure aussi qu'on peut invoquer. Si une entreprise n'est pas exposée à ces deux risques-là, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Le dernier risque, ça va être la fraude. Très concrètement, les détournements de fonds, c'est aussi un risque qui n'est pas directement lié à ces deux-là, mais auquel finalement beaucoup d'entreprises sont exposées. J'ai un exemple là, qui me vient en tête qui est intéressant. J'ai échangé hier avec une boucherie. Une boucherie, finalement, sur un enjeu de disponibilité, il n'y en a pas énormément. Si elle n'a pas accès à Internet, ses outils informatiques, c'est pas très grave. Enjeu de confidentialité, pareil, ces données, elles ne sont pas très sensibles. En revanche, après avoir creusé avec l'interlocuteur, il m'expliquait qu'il avait forcément beaucoup d'échanges par mail et notamment beaucoup de transactions qui se faisaient avec des clients ou des fournisseurs et qu'il avait déjà subi une fraude il y a 2 ans et qu'il avait beaucoup de tentatives toujours. Et donc par rapport à ça, il y a un risque. L'assurance propose des couvertures pour la fraude. Petite parenthèse aussi là-dessus qui est importante. Aujourd'hui, la fraude, c'est assez particulier chez les assureurs parce que c'est souvent assez restrictif, sous limité pour tout le monde avec des franchises. On a lancé récemment chez Stoic la possibilité pour nos assurés, un peu comme le MDR, de mettre en place un outil de protection sur les boîtes mail qui sont éligibles pour empêcher les fraudes et les intrusions sur les boîtes mail de nos assurés qu'ils mettent en place. Et donc cette mise en place de l'outil permet une extension de la garantie fraude et je pense qu'aujourd'hui, on est assez à l'aise à l'idée de dire qu'on a une des garanties fraude les plus exhaustives sur le marché parce que l'extension permet d'enlever les franchises, d'augmenter drastiquement la couverture d'assurance, d'enlever aussi beaucoup de prérequis qui sont demandés généralement pour être garantis contre les fraudes, notamment les doubles validations. Et un point aussi que je pense très peu d'acteurs, voire pas d'acteurs aujourd'hui, proposent, ça va être le fait qu'on couvre à la fois les pertes financières chez nos assurés, mais pour ceux qui mettent l'outil en place, si par mégarde, il y a une intrusion sur la boîte mail malgré le fait qu'on a mis l'outil en place, qu'un attaquant envoie un mail à un prestataire externe et que ce prestataire est victime de fraude, on va aussi indemniser le prestataire externe. Donc, bien avoir en tête que la garantie fraude d'extension est extrêmement poussée. Ce n'est pas le sujet du jour, mais si vous avez des questions ou si vous voulez vraiment en parler, avec Christophe, ce sera un plaisir pour vous plus tard de vous l'exposer aussi. La seconde objection qu'on peut aussi beaucoup voir, ça va être: «Je suis trop petit pour être à risque, les pirates ne m'attaqueront pas». La phrase classique qu'on donne, c'est: «Je suis dans le fin fond de la Creuse, j'ai 3 collaborateurs. Pourquoi est-ce que, je serais exposé?» Bonjour Stéphane. On venait de commencer la partie, objection. Donc, vous arrivez en cours de route, vous en avez raté une. Je vais développer les 7 autres. Donc je disais pour je suis trop petit pour être à risque, finalement, c'est une mauvaise compréhension du risque cyber. Pourquoi? Parce que déjà la première chose qu'il faut bien comprendre et on le voit ici sur le graphique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une majorité de PME qui sont attaquées. Il n'y a pas seulement les grandes entreprises. Il y a 2 raisons à ça que vous pouvez, exposer. La première, c'est que les cyberattaquants, ils sont conscients que, bah, finalement, les PME, c'est les entreprises qui vont être les moins sensibilisées, les moins outillées. Donc forcément, elles sont plus sensibles et plus faciles à attaquer. Le second point à avoir en tête, c'est que, notamment à travers du phishing, il y a des attaques qui sont des attaques ciblées, mais il y a aussi des attaques qui sont des attaques massives. Un cyberattaquant, il peut avoir des outils notamment qui permettent de référencer des milliers d'adresses mail et d'envoyer des mails de phishing massives à toutes ces adresses à la fois. Et donc une entreprise, si elle a une adresse mail ou plusieurs, notamment des mails professionnels, elle sera forcément référencée dans ces outils malveillants. Et donc, lorsque des campagnes de phishing massives seront envoyées, eh ben, elles vont les recevoir. Donc forcément, si elles ont des protections qui permettent de déceler ces mails massifs, bah, elles ne seront pas touchées. En revanche, si elles n'ont pas de protection, comme beaucoup de PME,
les mails passent, et si une personne se fait avoir, bah, les cyberattaquants vont s'en donner à cœur joie d'aller attaquer ceux qui se font avoir. Donc ici, la métaphore sur le chalutier et la pêche, c'est un peu ce que je disais sur les attaques massives. En troisième point, qu'on nous évoque souvent, c'est pourquoi est-ce que j'aurais un intérêt à mettre en place une assurance cyber et d'avoir un accompagnement sur la réponse à incident alors que j'ai un prestataire informatique? Il faut bien comprendre aujourd'hui que c'est deux métiers extrêmement différents, la réponse à incident, le rôle de notre équipe certes, et un prestataire informatique dans la mesure où un prestataire informatique, son rôle, c'est de mettre à disposition des outils, de faire en sorte que les outils fonctionnent, donc de faire la maintenance des outils, mais ils ne sauront pas gérer des cyberattaques au sens propre du terme. Si un jour il y a un ransomware notamment, ce n'est pas leur métier de savoir traiter ces problèmes-là. Nous, l'équipe de réponse à incident, c'est pas son rôle de faire de la maintenance sur des outils, de s'assurer de leur bon fonctionnement. Son rôle, c'est uniquement de gérer les cyberattaques. Donc, c'est des métiers qui sont entièrement complémentaires. Nous, on travaille main dans la main avec des prestataires informatiques à chaque fois qu'il y a une cyberattaque, mais on n'a vraiment pas les mêmes métiers. C'est des métiers qui se rapprochent et qui ne sont pas les mêmes. Un peu comme disait Christophe tout à l'heure, si demain il y a le feu chez vous, bah, vous appelez pas la police, vous appelez les pompiers. On a souvent tendance à faire le rapprochement entre les deux métiers, mais c'est des métiers qui sont vraiment bien différents. Donc, ce que j'ai mis en dessous, c'est aussi un point qui est important. On a beaucoup de prestataires informatiques aujourd'hui qui nous mobilisent, qui nous demandent d'accompagner leurs clients parce qu'ils sont conscients que s'il y a une cyberattaque chez leurs clients demain, ils ne sauront pas gérer le problème et que c'est vraiment des équipes expertes dans ce domaine-là qui pourront s'en occuper. Comme quatrième point, et ça revient vraiment assez régulièrement, c'est les entreprises qui vont avoir un environnement principalement en cloud, donc passer sur des outils en ligne ou passer par de l'hébergement chez des hébergeurs. Le premier point à comprendre là-dedans, c'est faire la différence entre des sauvegardes locales et des sauvegardes cloud. Je vais vulgariser un peu les termes, mais une sauvegarde locale, concrètement, c'est une entreprise qui va avoir ses propres systèmes de sauvegarde en interne chez elle. Des sauvegardes cloud, c'est une entreprise qui va passer par une autre entreprise qui a ses propres sauvegardes en interne chez elle. Euh, Aujourd'hui, bien avoir en tête, je ne sais pas si vous l'avez, mais le cloud, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sauvegardes qui sont dans l'air ou dans les nuages. C'est vraiment à chaque fois des supports physiques qui sont chez une entreprise et qui va sauvegarder des données. Donc, pour une entreprise de passer par un prestataire cloud pour ses outils, c'est pas ça ne va pas forcément changer, la fréquence ou la sévérité des cyberattaques. Ça va juste changer la nature de l'intrusion, mais pas du tout les cyberattaques en tant que telles. Je dirais même que finalement, passer par du cloud, ça peut augmenter la surface d'exposition dans la mesure où une entreprise qui va être uniquement locale, bah, il n'y a que elle qui peut être cyberattaquée, donc l'entreprise, ses employés. Alors que quand on passe sur du cloud, bah, l'entreprise en tant que telle peut être cyberattaquée, mais le prestataire aussi peut être cyberattaqué, ce qui va augmenter vraiment la surface d'exposition. Et un autre point qui est aussi important à noter là-dessus, c'est que l'assurance cyber, aujourd'hui, elle va couvrir les deux cas de figure. Si demain, vous avez un de vos clients qui est assuré en cyber chez Stoic, bah, qu'il passe sur des outils cloud. Si demain, le prestataire qui fait l'hébergement de la solution cloud se fait cyberattaquer, que ça a un impact financier chez notre assuré, on va le couvrir ce risque-là. Donc, important d'avoir un peu les deux approches et de pouvoir aussi l'exposer à vos clients le cas échéant. Cinquième objection sur la partie antivirus. Beaucoup pensent que s'ils mettent des antivirus en place, ils sont protégés contre les cyberattaques. Vraiment, ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment faire comprendre aux entreprises qu'aujourd'hui, c'est le b.a.-ba en cybersécurité. Pour preuve, toute assurance aujourd'hui demande comme prérequis d'avoir un antivirus. Un antivirus, c'est un outil qui va pouvoir essayer de détecter des logiciels malveillants et donc des menaces connues. Les cyberattaques, aujourd'hui, il peut y avoir des menaces inconnues que les antivirus ne verront pas. Et comme je l'ai mis aussi en dessous, finalement, aujourd'hui, il y a très peu de cyberattaques qui passent par des virus. La plupart des cyberattaques passent par des failles humaines. C'est vraiment les cyberattaquants qui vont exploiter l'exposition et le risque humain des entreprises à travers les collaborateurs. Et donc, l'approche qu'on exposait à travers le MDR, elle est importante parce que je pense que le MDR, les EDR, c'est les solutions de demain, les antivirus de demain, parce qu'elles permettent à la fois de protéger contre les virus, ça remplace un antivirus, mais ça protège aussi contre le risque humain, puisque l'outil va faire de l'analyse comportementale en continu. En sixième point, beaucoup pensent aussi que si elles ont des entreprises, si elles ont des sauvegardes qui sont cohérentes, il n'y a pas forcément un réel intérêt à aller mettre une assurance cyber parce que pour elles, bah, finalement, s'il y a une cyberattaque, on a juste à remettre le système en place. Ça, c'est pareil, c'est une mauvaise compréhension
du risque cyber, il y a vraiment 2 temps dans la gestion d'une cyberattaque. Donc il y a la gestion en tant que telle, que j'ai mis en 1, c'est-à-dire traiter la cyberattaque, comprendre comment l'attaquant est rentré, le faire sortir et s'assurer qu'il ne pourra pas revenir, comprendre s'il n'a pas ouvert d'autres portes d'entrée, etc. Et assainir le système pour ensuite pouvoir faire les correctifs et s'assurer que finalement la faille qui a été exploitée ne peut plus être exploitée derrière. Il va y avoir le second temps qui va être la réparation du système d'information, la remise en place du système, et c'est uniquement dans ce second temps que la partie sauvegarde est importante. Si on, on passe la première étape et qu'on passe directement à la seconde étape, finalement, ça a servi à rien parce qu'on n'a pas géré la cyberattaque. Si on met en place des sauvegardes après une cyberattaque, sans avoir traité le problème, bah, l'attaquant il pourra utiliser la même faille. Ça se trouve, il est encore là, et donc on aura fait ça un peu pour rien. C'est juste, on décale le problème à plus tard. Donc bien comprendre que les sauvegardes ne permettent pas de gérer la cyberattaque en tant que telle, et nous, la réponse à incident, elle est vraiment là, finalement, pour la première approche surtout, la gestion de la cyberattaque. Et une fois qu'on a bien traité le problème, on va se reposer sur les sauvegardes pour ensuite pouvoir remettre le système à niveau et faire en sorte que l'assuré puisse retravailler comme à l'état initial. Donc petit parallèle intéressant que j'ai mis en dessous. Pourquoi avoir une assurance auto si on conduit bien, si on fait attention au code de la route et qu'on met systématiquement pardon, sa ceinture, euh, bah, finalement, on a toujours des assurances parce que le risque ne vient pas que de nous, il vient aussi des autres qui sont autour. La septième objection, je l'ai écrite de cette manière. En fait, ce qu'on va souvent me dire, c'est je ne suis pas exposé sur Internet parce que je n'ai pas de site e-commerce. Quand je dis site e-commerce, c'est où je n'ai pas de prestations en ligne à proprement parler. Beaucoup pensent que les cyberattaques, elles proviennent uniquement de ce qui est sur Internet et donc des sites, notamment des sites e-commerce. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le risque externe aujourd'hui, c'est 20% du risque. Et une entreprise, elle n'a pas forcément, pour beaucoup, elles n'ont pas d'exposition sur Internet. J'y reviendrai sur le scan juste après, mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir uniquement des systèmes internes qui ne sont pas visibles sur le net. Et donc, c'est vraiment ça aussi qu'on a vocation à protéger dans le cadre de l'assurance. Et ce risque-là, bah, c'est principalement le risque humain qui est invoqué. Le risque humain, c'est 80% du risque. Donc, le fait de ne pas avoir de nom de domaine, le fait de ne pas avoir de site internet ou d'avoir uniquement un site vitrine ne veut pas dire qu'on est exposé au risque de cyberattaque, loin de là. Et enfin, pour terminer, sur ces objections, la dernière que j'ai trouvée intéressante, et qu'on voit assez souvent finalement, c'est des retours qu'on a par rapport au scan. Beaucoup d'assurés, enfin de potentiels assurés, nous disent: «Vous nous avez fait une étude à travers le scan externe, on a un score qui est de 100 sur 100, donc qui est bon. Ça veut dire qu'on n'est pas exposé au risque, pourquoi est-ce qu'on irait se protéger?» Le risque externe, comme on l'a dit, c'est vraiment l'exposition sur Internet. Donc déjà, point important, c'est 20% du risque, les 80% restants ne sont pas balayés. Autre point important, lorsque nous, on fait l'analyse avec le scan, on va généralement analyser uniquement un nom de domaine. Ce n'est pas du tout exhaustif. Une entreprise, elle peut avoir aussi des IP, comme on disait, publics à analyser. Tout ce qui va être les connexions à distance, on n'a aucune visibilité là-dessus. C'est vraiment à elle d'affiner le- le- l'analyse du scan lorsqu'elle sera assurée qu'elle aura mis en place les outils d'elle-même. Et un autre point qui est très important à noter, c'est que le risque externe, il est mouvant. Il bouge tout le temps. Ce qui est vrai à un instant T n'est pas vrai forcément à la minute d'après. C'est-à-dire que si on a un score de 100 sur 100 maintenant, bah, il se peut qu'on ait un score de 20 juste après. Ça bouge tout le temps. C'est hyper important que les entreprises l'aient en tête. Et donc, le scan, notamment l'intérêt du scan qu'on met en place, nous, c'est qu'il est automatique, il tourne tout le temps et fait des remontées d'informations hebdomadaires. Donc, si une entreprise a une faille qui est identifiée, elle sera toujours automatiquement notifiée pour pouvoir y remédier. Donc, faire comprendre aux assurés que bah, finalement, il y en a plein qui ne vont pas avoir de très gros risques en externe, qui vont avoir des scores qui se rapprochent de 100. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas exposées. Et toujours de faire attention dans le temps à ce qui est remonté par l'étude. Je te laisse la main, Christophe, pour parler rapidement des prérequis sur l'assurance TOEIC. Yes, merci Guillaume. Donc, qu'est-ce qu'on va demander pour confirmer qu'une entreprise est éligible à l'assurance TOEIC? Il y a plusieurs conditions, même si elles sont assez restreintes par rapport au reste du marché, et c'est ce qui fait évidemment notre force aussi. Il y a 3 questions qui ne concernent pas directement le risque cyber en tant que tel, donc ce n'est pas des questions techniques,
Mais très rapidement, la première, c'est de savoir si votre client a moins ou plus que 250 000 données. Et par données, on entend l'ensemble d'informations sur un individu. Donc, un individu égale une donnée. Donc, ça, c'est une première question. La deuxième question est de savoir si votre client est la filiale d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 250 millions d'euros. Donc là, pour nous, l'idée, c'est de savoir à quel point potentiellement notre assuré est dépendant du système informatique de sa maison mère. Et le cas échéant, ben, il faut qu'on ajuste notre analyse de risque. Et la troisième, c'est simplement de savoir s'il y a des filiales en dehors de l'espace économique européen. Donc, a priori, ces trois questions-là sont assez simples. Les questions un peu plus techniques, c'est de savoir s'il y a un système de sauvegarde sécurisé. Et là, je vais laisser très rapidement Guillaume détailler ce qu'on entend par sécurisé. Oui, complètement sécurisé. Généralement, nous, on demande à ce qu'il y ait des sauvegardes qui soient dites immuables, c'est-à-dire des sauvegardes qui soient non modifiables, falsifiables ou effaçables dans le temps, ou alors des sauvegardes déconnectées. C'est vraiment les deux modèles qu'on attend. Et après, il va y avoir des sauvegardes dites sécurisées. Ça correspond à pas mal de choses. Ça va être compliqué là, d'exposer concrètement à quoi ça correspond. Euh, on a conscience chez Stoic que vous, courtier, vous n'êtes pas forcément expert en cybersécurité. Vos clients non plus. Donc, n'hésitez pas à nous mobiliser, comme je vais y revenir après, hein, mais on vous met à disposition des personnes pour parler de Stoic, mais aussi pour valider les prérequis auprès de vos clients. Si des fois vous avez du mal à savoir si un client est éligible aux sauvegardes, n'hésitez pas à nous mobiliser. Et autre point, vous pouvez leur envoyer des informations qui sont présentes sur le site Stoic sur les sauvegardes. Normalement, si les équipes informatiques regardent ça, elles pourront vous dire si oui ou non elles sont éligibles aux sauvegardes. Alors, on va exiger aussi qu'il y ait un antivirus en place, qui a priori, et heureusement aujourd'hui, est quand même le cas dans la plupart des entreprises. On exige aussi que le résultat de notre scan externe qu'on fait tourner à chaque ouverture de dossier, autrement dit d'offres, soit supérieur à 60%. Dans le cas où le résultat serait inférieur à 60%, ben, le client n'est pas éligible directement à une assurance Stoic. On va attendre de lui qu'il mette en place les différentes recommandations qui ont été remontées par le rapport que vous avez l'occasion de transmettre à votre client. Et puis, on fait retourner le scan avec l'objectif derrière que le score passe à plus de 60%. Et là, le cas échéant, et pour répéter aussi ce que Guillaume a encore indiqué, on a nos experts qui sont à disposition aussi au moment de la souscription et totalement gratuitement. Et on n'a aucune garantie que le client finisse par signer chez nous, mais c'est quelque chose qu'on met à disposition. Nos experts sont là pour aider le client à interpréter ce que raconte notre rapport, aussi bien au niveau de ce qu'on a trouvé que des choses à mettre en place pour potentiellement avoir un score supérieur à 60%. Et alors, les deux derniers points, eux, ne concernent que certains cas, quand le montant assuré dépasse un certain montant et ou quand l'entreprise a un chiffre d'affaires qui est supérieur à 50 millions d'euros, on va potentiellement imposer deux conditions en plus qui sont en l'occurrence une authentification à double facteur sur tout ce qui est VPN et sur tout ce qui est accès mail. Je vous disais tout à l'heure que mon rôle, c'était d'accompagner vous, courtiers, sur des visios avec vos clients pour finalement évangéliser Stoic et le monde de la cyber de manière générale. On met cette prestation à disposition depuis 2 ans auprès de nos courtiers, donc n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez voir dans votre espace courtier, quand vous allez sur un de vos clients, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous et de choisir un créneau sur un agenda, un créneau généralement d'1 heure, pour qu'on puisse aborder les sujets qui vous intéressent. C'est vraiment à vous de nous dire. Soit on fait une approche globale, donc une approche globale, c'est comprendre avec le client ce qu'il fait, quel est son risque, lui exposer et ensuite présenter Stoic sur des choses cohérentes par rapport à son activité. Ou alors, on peut vraiment avoir des approches qui sont extrêmement ciblées. Il y a des courtiers qui vont demander uniquement à ce qu'on les accompagne pour valider les prérequis, d'autres qui vont nous demander de traiter un sujet en particulier. Donc, on est vraiment là à disposition pour faire des rendez-vous sur mesure. Et à la fin, le but, c'est que
vos clients comprennent l'assurance cyber, à quoi ça sert, ce qui en découle, qu'on ait le temps d'expliquer notamment les outils, etc. en profondeur, et voir aussi quelles couvertures d'assurance sont importantes, et éventuellement aussi délimiter le périmètre assurantiel à mettre en place. Donc j'ai mis quelques chiffres ici, j'en ai mis un. On a fait en 2025 à 3,5, parce qu'on a une personne qui nous a aidé aussi, 1400 rendez-vous avec des courtiers et leurs clients, pour à peu près un rendez-vous sur deux qui aboutit à la mise en place d'un contrat d'assurance. Donc c'est vraiment pas anodin. On se rend vraiment compte que lorsqu'on fait de l'accompagnement derrière, les futurs assurés comprennent vraiment l'intérêt de l'assurance cyber, ce qui n'était pas forcément le cas avant le rendez-vous, et donc le mettre en place. Peut-être avant de passer aux questions-réponses, je me permets simplement de vous afficher l'agenda de nos prochains événements. Donc, il y aura le 3 mars un webinaire qui reviendra sur notre rapport de sinistre 2025. Donc là, l'idée est de reparcourir tous les sinistres qui nous ont été déclarés, d'en faire des statistiques, des enseignements. Je pense que amener le sujet cyber avec l'aspect sinistre, c'est pertinent également. Et donc, ce webinaire vous y aidera clairement. Le 18 mars, on tient notre matinale qui est elle en présentiel, en l'occurrence à l'hôtel Mercure de Namur. Donc, une demi-journée consacrée au cyber et à l'assurance de Stoic. Donc là, j'aurai l'occasion de vous envoyer un rappel, avec l'agenda détaillé pour que vous sachiez un peu ce dont il s'agira exactement. Mais l'idée ici, comparé au webinaire, est d'être nettement plus interactif, que ce soit beaucoup plus dynamique, que chacun puisse participer, qu'on fasse des ateliers vraiment ciblés. Donc là, je vous invite vivement à vous y inscrire parce que là encore, on réalise que derrière, ça débloque pas mal de portes. Et alors, le 25 mars, et là, pour le coup, j'en parlais, ce sera un webinaire consacré, cette fois, à notre assurance et à ce qui est inclus. Pour les questions, il nous reste 3 minutes. Je vais répondre à celles qui ont déjà été posées. N'hésitez pas s'il y en a d'autres et qu'on a le temps. La première, Laurent, donc oui, Christophe a répondu. On a des sous-limites sur la fraude, comme un peu tous les assureurs. 10% de la limite de garantie choisie dans la limite de 250 000 euros. Ça, c'est vraiment pour on va dire, les contrats classiques stoïques. Autre point, il y a une franchise de 5 000 euros. Ça aussi, il faut l'avoir en tête, mais donc tous les assureurs vont avoir un peu les mêmes approches avec des franchises assez élevées. Et on a une demande, notamment pour les demandes de paiement lorsqu'un assuré reçoit une demande de paiement par RIB ou de changement de RIB, on veut qu'il fasse toujours l'effort de faire une validation par mail ou par SMS auprès de l'émetteur de la demande avant de faire le paiement. C'est vraiment une des conditions pour pouvoir être couvert en cas de fraude. Et donc, je disais tout à l'heure, si nos assurés veulent une extension de la garantie fraude, on peut mettre un outil en place et l'extension va permettre de faire x4 sur la couverture de la fraude. Donc là, les 10% passent à 40%. On enlève la franchise, donc il y a plus 5 000 euros de franchise, on passe à 0. Et on enlève le process de validation. C'est-à-dire que n'importe quelle fraude, même s'il n'y a pas eu de vérification après une demande par appel ou par SMS, on va la couvrir. Le second point, Jérôme, est-ce que pour le cloud, si mon client est hébergé chez AWS, il a un risque d'être exposé aux cyberattaques? J'ai envie de dire qu'il y a peu de chances demain qu'AWS fasse cyberattaquer, que ça puisse faire tomber un assuré. Si ça arrive, il ne sera pas le seul, il y en aura plein. Et je pense qu'AWS est quand même très très bien protégé aujourd'hui. Il y a peu de risques à ce niveau-là. En revanche, le risque que l'assuré soit lui attaqué directement, complètement. Il y en a plein qui se font cyberattaquer. Donc là, ça va être le rôle de Stoic d'essayer de comprendre comment il s'est fait cyberattaquer, pourquoi gérer la cyberattaque. Et ensuite, on contacte AWS pour reprendre les sauvegardes et remettre en place les systèmes. Et enfin, la question, est-ce que vous auriez quelques cas pratiques pour illustrer avec des prospects potentiels? C'est hyper vaste comme question. On a plein de cas qu'on pourrait vous exposer. Je ne vais pas le faire maintenant. Pardon. Ça, Jérôme, avec grand plaisir pour recouvrir ça avec toi dans une session à nous deux. Effectivement, la question est vaste et il reste une minute. Mais donc, on se tient au courant pour fixer ça à SAP. Bon, j'avais dit que potentiellement, ça ne durerait pas 1 heure. On est clairement sur 1 heure. Mes excuses pour ça. J'espère malgré tout que l'importance du sujet
vous aura gardé avec nous. Merci en tout cas pour votre participation et à votre disposition pour toute question liée à ce webinaire ou pour toute question autre. Je reste disponible. Merci à tous. Merci à tous. Je viens de voir votre message aussi, Laurence. On a pas mal de vidéos sur YouTube avec des cas concrets, si vous voulez aller voir notamment. Et sinon, ce sera l'occasion d'échanger pendant d'autres webinaires. N'hésitez pas à contacter Christophe ou moi directement si vous avez envie de plus d'informations ou qu'on évoque justement ces cas concrets. On pourra le faire avec vous avec plaisir. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.